Merci d'être ici pour ce cycle de 2 conférences, je ne sais pas si on appelle ça vraiment un cycle, de 2 conférences qui vont se suivre sur les web radios et la production de contenu. Alors, je vais me présenter rapidement dans quelques instants. Je me permets de présenter quand même les gens qui sont autour de nous, qui sont là aujourd'hui. On a ici Yann Rieder, qui est producteur d'émissions à travers Radio 01, également podcasteur, on dirait, les jours où ça fait plus jeune. On a également donc Julien qui a aidé à la création de cette conférence, il y a Yon qui mange, et enfin là-bas au fond, il y a Aspic qui est l'ingé son de Synapside, et qui participe à la production des émissions de Radio 01. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout suivi, de toute façon on va y revenir plus lentement après. Alors donc aujourd'hui je vais vous parler d'une web radio, et je vais revenir sur les 6 ans de la web radio que j'ai fondée il y a maintenant 6 ans, expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, et comment vous pouvez en créer une si ça vous intéresse, et quelles ont été les étapes assez étonnantes de la création de cette web radio. Alors donc, bonjour, comme je le disais tout à l'heure, donc je m'appelle Stanislas Signoux, on peut me retrouver sur Twitter sous le nom de Signé. Qui je suis? C'est un peu compliqué à expliquer parce que je suis quelqu'un d'assez simple. Dans la vie, je suis élève ingénieur. J'ai à peine 22 ans, je suis pas non plus quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Donc le jour, je travaille chez une entreprise bien sympathique qui s'appelle Capitaine Train, qui vend du train. Et donc je suis ingénieur en informatique. La nuit, je travaille, et le week-end, je travaille sur une web radio qui s'appelle Synapside, que j'ai fondé et que je coordonne au quotidien. Et donc je coordonne les équipes, je fais le nécessaire, je vais expliquer de ça durant cette conférence, et le but de cette conférence c'est de vous expliquer à peu près ce que je fais et pourquoi c'est intéressant peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une web radio? Alors oui, c'est une question un peu rhétorique, mais qui est quand même assez intéressante. Le but c'est de savoir à peu près où est-ce que vous vous situez sur ce domaine-là. Donc la question que je vous pose là, donc à vous, si vous deviez donner quelques mots pour décrire ce que c'est qu'une web radio. Faites, je vous en prie. Ça vaut le plus. C'est diffusé sur le web, c'est-à-dire que c'est pas diffusé sur les ondes classiques. C'est ça. C'est une radio sur le net. Pour être exact, je vais revenir même plus précisément sur chacun de ces termes. Une web radio, c'est un média. Bref, pas compris le principe. C'est un média, c'est-à-dire que ça diffuse du contenu à des gens. C'est également un média qui passe par l'audio. Donc le but, c'est de transmettre du contenu à travers le média audio, et c'est en continu. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'interruption, on peut se brancher n'importe quand et écouter du contenu. Alors là, je vous décris une radio, et donc la principale différence par rapport à une radio normale, c'est qu'elle est sur Internet. Donc qu'est-ce que ça change la particularité? On peut se dire, bon, bah, c'est une radio sur Internet, c'est mort. L'intérêt, c'est que n'importe qui peut créer une web radio dans son garage, et ensuite diffuser les choses qui lui semblent intéressantes et pour son. Donc voilà, donc une radio, un média, l'audio en continu sur Internet. Donc j'ai pris un peu de temps pour bien récapituler ça, parce que c'est ce qui va un peu nous aider à architecturer ensuite certaines discussions, parce que il y a certains éléments qui sont très importants. Alors, un petit plan de cette conférence pour que vous sachiez vers où on va. On aura toute une partie sur la création de web radio, comment on crée une web radio, comment on a créé une web radio en 2007. On va vous expliquer comment ça a été fait. C'est assez, je pense, intéressant à découvrir comment des gens comme ça se disent, oh bah tiens, j'ai créé une web radio, comment ça marche, comment ça fonctionne. La technique qu'il y a derrière la web radio, donc comment on fait une web radio au quotidien. Comment on communique dessus, donc vu que je sais que je suis dans une école où la communication est un chose importante, voilà, je vais un peu en parler également. Comment on la gère, à peu près bien, à peu près. Et enfin le futur, vers où on peut aller avec tout ça. Alors, je vais vous prendre à chaque fois comme exemple donc Synapside, c'est donc la web radio que j'ai fondée il y a maintenant un certain moment. Et évidemment, ce n'est pas valable avec toutes les expériences. Nous, on a eu des expériences particulières, etc. Mais le but, c'est de vous exprimer ce qu'on a eu l'occasion de faire durant ces années à travers Synapside. Alors, comment on a créé Synapside? Alors, le titre, c'est écrit du garage aux ondes. C'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout du monde de la radio. Pas du tout du monde de la radio. À part Aspic qui se cache là-bas, personne dans notre équipe n'a fait d'études dédiées aussi. C'est-à-dire
Voilà, on s'est mis parce que c'était un média qui nous intéressait, etc. Donc l'image du garage est assez intéressante parce qu'on imagine toujours les gens qui font du rock dans leur garage et qui, quelques années plus tard, deviennent des grands groupes. Peut-être, ça marche pas tout le temps. Nous, le truc, c'est qu'on est un garage, mais dans l'idée virtuelle. C'est-à-dire qu'on est un garage, mais sur Internet. Parce qu'évidemment, dans notre équipe, personne ne se connaissait encore. En fait, on était un peu aux quatre coins de la France, aux quatre coins de l'Hexagone, donc là, par exemple, c'est un exemple. Donc là, voilà, il y a des gens qui étaient en Haute-Savoie, d'autres qui étaient à Paris, d'autres qui étaient en Bretagne, à Vannes, donc c'était un peu compliqué, mais on a quand même réussi à créer une web radio. Une web radio basée sur un concept qui était très simple au début, c'est qu'on voulait avoir un média live pour parler de quelque chose qu'on apprécie beaucoup, qui est les sagas MP3. Alors, vous savez peut-être ce que c'est qu'une saga MP3. Qui ici pense savoir ce que c'est qu'une saga MP3 ? Beaucoup de personnes, non ? Donc une saga MP3, c'est une fiction audio réalisée sur Internet. C'est-à-dire des gens qui font comme un feuilleton radio d'une très vieille époque, et qui diffusent ça gratuitement sur Internet pour partager leur envie de raconter des histoires. La plus connue étant le Donjon de Nalbuck, parce que c'est une saga quand même assez connue, qui a ensuite mené à une BD, et bientôt même à une série télé, qui va bientôt arriver d'animation. Donc il en existe plein, il existe 300, c'est MP3. Et on s'est dit, c'est pas connu, c'est dommage, ce serait bien qu'on en parle, etc. Et vu qu'il n'y a pas vraiment de web radio qui était intéressé pour en diffuser, ni de radio tout court, ça c'est clair, on s'est dit, autant la créer là. C'était aussi l'occasion de discuter de choses et d'autres, choses qu'on aimait, etc. C'est une expérience, c'est intéressant. Le truc, c'est qu'on a voulu créer ça en 2006. 2006, ça peut sembler assez proche, mais en fait, niveau informatique, c'est quand même pas... Comment c'est déjà à faire ? À l'époque de 2006, il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas Deezer, il n'y avait pas d'iPad non plus, pas d'iPhone non plus. Donc, bref, qui n'existait pas. On a dû créer une web radio en 2006, sans tous les outils qu'on peut avoir maintenant. Donc, je vais vous décrire après comment vous feriez de nos jours, mais à l'époque, c'était quand même assez de briques et de broc. Il y avait assez peu de tutoriels qui existaient sur Internet pour expliquer comment on fait une web radio, comment on diffuse de l'information sur Internet en streaming, comment ça marche. Et le plus, c'est que j'ai dû faire ça à 15 ans. Donc bon, j'avais pas ce âge-là non plus, mais l'idée c'était quand même de réussir à s'en sortir avec toutes ces problématiques techniques, sans parler des problèmes organisationnels qu'on évoquera plus tard, avec quand même voilà, une expérience nulle. Ça nous a pris un an, mais finalement on a quand même réussi à diffuser une émission qui était ce qu'elle était, le 23 juin 2007. J'ai fait le calcul, donc ça fait bientôt 6 ans. À l'époque on avait 22 auditeurs. La grosse folie. Vous n'imaginez pas, c'est un truc de fou, genre 22 auditeurs, et vous allez voir pourquoi 22, c'est un sens. Pourquoi 22, pas 23 ? C'est assez... Il y a presque autant de gens dans cette salle que d'auditeurs à l'époque, c'est vous dire. Donc la première émission avait un grand problème, enfin c'est pas un problème, mais c'était sa caractéristique qui a été dans l'amateurisme le plus total. On ne connaissait rien du tout. Donc on a fait un peu avec ce qu'on a, comme vous l'avez remarqué dans le stade tout à l'heure, on était tous aux quatre coins de l'Hexagone, comme on dit. Donc c'était un peu compliqué pour nous de réussir à parler en même temps sur une même radio. Donc on s'est dit, mais c'est facile, utilisons Skype. Évidemment, Skype ne permet pas de faire ça facilement, hein, faut bidouiller. Et finalement, on a réussi à utiliser Skype en utilisant des petites bidouilles. Il y en a d'autres qui existent, mais évidemment, à l'époque, on n'en connaissait pas certaines. Donc, ceux qui connaissent le principe du stéréomix, c'est-à-dire de prendre ce qui sort de votre ordinateur pour le refaire rentrer dedans directement en logiciel, on ne connaissait pas. Donc, quand on ne connaît pas, on fait ça, c'est-à-dire qu'on met un câble entre la sortie et l'entrée ligne pour réussir à refaire rentrer dedans le son qu'on avait de Skype dans un PC qui était à côté. On avait un PC pour l'animateur qui parlait, un PC qui était là juste pour avoir le son des différents participants en quatre coins de la France, qui ensuite était utilisé pour diffuser. Alors c'est des détails techniques, je ne vais pas vous bassiner avec des détails trop techniques. Si vous voulez vraiment des détails techniques, n'hésitez pas à me demander après, il n'y a pas de souci. L'idée c'est que je vous fasse une petite explication de pourquoi c'était compliqué, et pourquoi de nos jours c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, avec deux ordinateurs, quelques outils, on arrivait assez facilement à faire quand même une diffusion qui n'était pas trop mal. Le problème, c'est que pour l'enregistrement ça va, pour la diffusion c'était plus compliqué. On était, chaque personne,
4 coins de l'hexagone, pas vous dire d'où soit, vous avez compris le principe. Mais on n'avait pas de serveur dédié. On faisait ça avec nos connexions. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire ADSL. Ça veut dire Asynchronous Digital Structure Line. Dans ADSL, il y a Asynchronous. Non, en plus, c'est pas asynchronous, c'est asymétrique. Je viens de me rendre compte, je viens de faire une faute terrible sur ce truc. Donc, asymétrique. Asymétrique, ce qui veut dire, clairement, que vous avez plus de débit pour télécharger que pour uploader. Donc là, c'est Internet. Vous pouvez télécharger super vite. Vous pouvez uploader très lentement. Alors, upload, du téléversement, donc ça veut dire envoyer des données sur Internet. Donc, 1 mégabit, donc vous vend toujours 28 mégabits, vous avez des connexions à 28 mégabits, vous allez super vite, mais en fait vous téléchargez super vite, vous ne pouvez pas forcément envoyer très rapidement les données. Et vous pouvez quand même uploader à 1 mégabit, ce qui correspond à, si on prend un flux qualité standard à 128 kilobits, je ne vais pas vous dire quel détail, mais c'est un flux de qualité standard, on arrive à 8 auditeurs. 8 auditeurs par personne qui diffuse. On n'était pas une équipe de 200 000, donc parmi les gens qui avaient une connexion assez stable pour pouvoir diffuser, il y avait 2 personnes. Donc sur ces 2 personnes, ça nous faisait 16, alors on a fait ce qu'il fallait pour essayer de baisser un peu la qualité, et donc on pouvait diffuser jusqu'à 22 auditeurs. Mais au moins on avait diffusé à 22 auditeurs sur 22, vu que nos serveurs étaient saturés, c'est le serveur qui était quand même notre propre PC, donc était saturé au niveau upload. Mais notre première émission, on a pu la diffuser à 22 auditeurs. Donc ça c'était un peu la partie technique, la partie voilà, comment on a bidouillé le truc, vous avez compris, on a pris Skype, on a branché sur un ordinateur à l'arrache, ensuite on a fait fonctionner, on a utilisé quelques outils divers, donc j'ai mis les noms, voilà. Après il fallait savoir quoi dire. Le problème c'est que la production, on ne sait pas trop ce que c'est, à l'époque, de lycée, je ne sais absolument pas ce que c'est que la production. Si vous non plus, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va en parler pendant 1h30 après. Mais au niveau de la production, on ne savait pas du tout ce qu'on savait. Nous, on parlait simplement de préparation. Notre but était de préparer une émission sur quelque chose pour démarrer. On va pas faire une émission pour dire bonjour, ça n'a aucun intérêt, on va essayer de présenter quelque chose d'inédit. Notre émission s'appelait SL27. L'explication de ce nom est un peu obscure. SL comme Synapse Live et 27, je crois que c'est un niveau dans un jeu. Quelqu'un nous a dit oui, SL27 c'est trop bien. D'accord, ok, bien, donc on a choisi ce nom-là. C'était pas très intéressant de toute façon, cette histoire de nom, mais pour dire que le nom existait, on a dû choisir un nom pour cette émission. Et on a choisi d'inviter quelqu'un qu'on aimait bien, que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui était quelqu'un qu'on aimait bien, qui s'appelle JBX, qui est quelqu'un qui a créé une saga MP3. Rappelez-vous, on va parler de saga MP3. Donc, JBX, c'est cette personne-là, qui beaucoup parlait de Reflet d'acide, qui est donc une autre saga MP3, qui beaucoup plus tard, 3-4 ans plus tard, on a même fait ça, c'est même sorti en BD, et c'est un bon succès de dingue. Donc du coup voilà, un invité, un sujet d'interview, et fallait bien remplir le reste, donc on s'est dit on va peut-être faire des petites chroniques, c'est marrant les petites chroniques, évidemment on s'est plaqué sur ce qu'on connaissait de la radio, donc on a vu qu'il y avait des émissions avec des chroniques, c'est bien enfin. Puis il fallait essayer de gérer tout ça, on était 3, donc réussir à... 4, on était 4, donc il fallait qu'on réussisse à se partager le boulot, etc. Donc on a fait notre premier conducteur aux feuilles d'émission, donc vous allez voir après ce que c'est qu'un conducteur avec Linux, mais l'idée c'était une feuille sur laquelle on expliquait ce qu'on allait faire. Et donc vous pouvez voir ici notre toute première, donc ça date de 2007, notre toute première feuille d'émission où on explique ce qu'on fait. Donc oui, c'est très simple, on mettait des timings, on les a jamais respectés. Ces timings, c'est faux. Mais à l'époque, on pensait qu'on allait les respecter. Donc différents timings avec des éléments et ce genre de choses, avec des noms de chroniques absolument formidables. Vous le remarquez sans doute. C'était une émission de cuisine d'ailleurs, tout ce chose, c'était formidable. Bref, on était jeunes. Et on l'est toujours. Donc, tout ça pour dire qu'on avait une émission qui était potentiellement prête sur papier. Bon, on fait une émission, ça va, maintenant il faut un peu communiquer. Genre, comment on va dire aux gens, venez, vous écoutez. Genre, on fait une émission en direct, quoi. Ça change. Pour un podcast. Donc, communication. Comment communiquer? À l'époque, pas grand chose. On n'avait pas beaucoup de blogs, les blogs existaient, j'ai pas ça, mais nous, on ne se connaissait pas trop, donc voilà. Donc, on a déjà fait un post sur un forum, déjà beaucoup, qui est là d'ailleurs. On expliquait, voilà, qu'est-ce que c'est, donc sur le forum des gens qui écoutaient la saga en question dont on parlait. Et puis, on avait un site qui n'avait même pas son propre domaine, c'était quand même cell.csos.net, c'est mon domaine. On avait juste un sous-domaine sur le nom d'un des noms de l'équipe. Tout ça pour dire que c'était quand même pas... voilà. Et puis enfin, on avait un vieux logo.
un vieux logo. Bien laid, qui va sans doute vous faire penser à une marque très connue. On l'appelle, nous, le logo Pepsi, parce que je sais pas pourquoi on s'est dit, tiens, ouais, on va faire une vague, des couleurs, ça va être beau. À l'époque où tout le monde faisait des tutoriels Photoshop pour mettre des glaces, avant iOS 7. Donc voilà. Donc on avait un vieux logo et un vieux site. Alors le vieux site, j'ai même plus d'image à vous montrer, on n'en retrouve plus. Genre, personne n'a de screenshot de site. Si vous connaissez quelqu'un qui un jour connaît Snipclub et en plus connaissait le site à l'époque, on veut bien le screenshot, on l'a pas trouvé. Pour vous résumer, pour la toute première émission, c'était vraiment de briques et de broc, pas de manière optimale, avec un public vraiment pas très large, mais on a diffusé quand même. Donc en 2007, en n'ayant aucune connaissance, on a pu diffuser sur internet très facilement une émission. De nos jours, si vous voulez faire ça, c'est beaucoup plus simple. Il existe des sites qui sont dédiés à ça. Si vous voulez vraiment faire une émission de radio, vous allez sur radionomie.com et vous de A à Z, ils vous guideront tout. C'est presque du clic-clic, c'est l'assistant, vous avez tout ce qu'il faut. Entre-temps, ça a créé le monde, à l'époque, ça n'existait pas. Mais vous pouvez également faire ça avec donc Twitch ou Livestream ou YouTube, j'en ai cité plein, hein, même des Google Hangouts, c'est vrai, on entend parler. Maintenant, on peut même les rendre au public sur YouTube. Donc c'est vraiment très facile de nos jours de faire une émission. Ça, c'est uniquement pour la partie technique, la partie diffusion. Après, pour la partie communication et préparation, vous aurez toujours des problématiques similaires, même si maintenant avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple de ramener ses amis. Et pour la communication, ouais, c'est plus facile également de nos jours avec les outils qu'on a. Donc comme vous voyez, de nos jours, c'est quand même assez facile de s'en sortir. Maintenant, je vais vous parler de comment on fait Snipclub aujourd'hui. Ça, c'était en 2007. Aujourd'hui, Snipclub est l'une des premières web radios réalisées intégralement dans le cloud. Alors, ça a un intérêt, outre le côté marketing, de dire qu'on fait des choses dans le cloud, c'est-à-dire qu'on est une web radio qui peut, aujourd'hui, là, maintenant, avec juste le matériel qu'on a, donc vous avez un ordinateur et un microphone, on peut diffuser une émission et une connexion internet aussi. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de logiciels bizarres, on n'a pas besoin d'infrastructures énormes, on peut juste diffuser avec quasiment rien. On a cette chance-là parce que nous sommes une web radio qui a toujours existé à travers Internet, parce que comme je vous l'ai expliqué, on est vraiment éclaté dans toute la francophonie maintenant. On a eu des gens même qui nous ont aidés qui étaient du Québec, c'est quand même pas sorti. On peut créer des émissions très facilement de ce côté-là, inviter des gens simplement depuis chez eux, donc juste à se connecter sur un Mumble, je vais expliquer ça après, ils peuvent directement réagir. Ça c'est tout le côté technique. Donc, actuellement tout est sur un seul serveur. Alors vous savez à peu près ce que c'est qu'un serveur quand même, je pense, c'est une machine, hein, c'est une machine, alors nous on l'appelle Trichelieu, hein, c'est ce personnage-là, dans l'idée qu'on aime bien. Ça n'a aucun intérêt, c'est pour vous dire. Donc Trichelieu qui rassemble, c'est un serveur dédié, qui rassemble les activités d'environ 8-9 sites internet, notamment Radio 01, mais également Répondez.com, Magoyon, le groupe de Mago qui est ici, enfin, plein de gens qu'on connaît et qui on avait confiance, également JBX que vous avez vu tout à l'heure dans les slides, qu'on avait invité pour la première fois, qui nous a aidés et qui a été émergé dessus. Tous ces gens-là sont hébergés sur le même serveur parce que Snipclub, par ses différents besoins, que je vais vous expliquer après, a besoin de beaucoup de puissance. Vous pouvez pas le mettre ça simplement sur vos pages perso free, ça ne fonctionne pas. On a besoin de serveurs qui tournent, qui processent des données et qui laissent ça. Et surtout un grand nombre de personnes, on a besoin de beaucoup de bandes passantes, chose qu'on ne peut pas avoir avec un hébergement mutualisé. Vous avez besoin d'un serveur dédié, donc ça ressemble à ça, hein, c'est un serveur, celui-là pas, c'est pas celui-là, c'est lui. Et à travers ce serveur, on arrive à faire fonctionner une web radio avec des budgets extrêmement limités, puisque même si un serveur ça coûte aux alentours de 600 € par an, ce qui est à la fois pas une petite somme, mais c'est quand même assez faible comme budget. Quand on est tout seul, c'est un peu énorme quand on est simplement étudiant, mais quand on se met beaucoup, on y arrive. On a pu réussir, en se cotisant tous ensemble, à fournir un serveur qui arrive à nous proposer tous les services qu'on veut, et qui, en plus, permet de faire tourner Snipclub. Donc ça héberge des gens qu'on aime bien, et grâce à leur argent, on peut faire tourner Snipclub. Alors, qu'est-ce que ça héberge? Ça héberge Mumble. Alors, Mumble, pour vous expliquer, c'est un logiciel de voix sur IP. Tout le monde ici a utilisé Skype. Oui. J'ai peur. Rassurez-moi, quand même. Bon. Est-ce que des gens ici ont utilisé TeamSpeak? Oui. Donc, c'est la même chose que Skype, mais l'idée, c'est que vous avez un salon de discussion. C'est-à-dire que vous arrivez et vous discutez avec les gens qui sont déjà là. Parce que vous n'avez pas besoin d'appeler des gens, vous arrivez.
Donc habituellement c'est utilisé par les joueurs. Vous savez les gens qui passent des journées dans les hôpitaux marmottant. Donc ces gens-là utilisent ce genre d'outils parce que c'est très rapide pour se connecter, pour discuter avec les gens, mais également avec une latence très faible. Notre but, c'est d'avoir une latence, c'est-à-dire le temps qu'on a entre deux pertes pour que une information arrive et revienne. Donc, par exemple, si je parle, si Inks est également connecté, Allô? quand je parle, il va m'entendre avec un temps très très court. Notre but est d'avoir un temps très court tout du long pour que ça ressemble tel un studio, un vrai studio. On veut pas que les gens aient l'impression qu'on est au téléphone et que ça prenne 4 plombes. Vous avez tous entendu ça à la radio, où quelqu'un répond, puis on comprend rien de ce qui se passe, parce qu'il se voit pas, en plus c'est terrible. Donc l'idée avec Mumble, c'est qu'on a un logiciel qui est du même principe que TeamSpeak, qui est du même principe que Skype, c'est-à-dire qui nous permet de discuter tous ensemble avec une latence très faible et une qualité très bonne. Donc comme vous l'avez remarqué, ça correspond tout à fait à ce qu'on a besoin, c'est-à-dire d'avoir un studio où on est tous ensemble et on peut facilement animer. L'intérêt également qu'il y a à ce logiciel, c'est que c'est un logiciel libre. Donc, ça nous économise des coûts, et en plus, ça correspond à notre envie de partager des solutions avec l'utiliser. Donc ça c'est Mumble. Donc si demain on invite l'un d'entre vous, vous avez juste un logiciel à télécharger très simple qui vous permet tout simplement de parler, et c'est tout. Vous pouvez discuter avec nous et être à l'antenne. C'est aussi simple que ça. Si après vous êtes animateur ou chroniqueur et que vous avez besoin de contrôler l'antenne, c'est-à-dire de lancer des jingles, de lancer des musiques, de lancer des éléments, Mumble ne permet pas ça. Mumble il permet juste de discuter. Donc dans ce cas-là, on a un outil qui s'appelle Dradis, qui est un outil qu'on a développé chez nous, en utilisant des briques open source encore, qui nous permet de manipuler l'antenne. C'est un logiciel, c'est une page web, où on peut simplement ajouter des jingles, ajouter des émissions, faire tout le nécessaire pour qu'on puisse diffuser en direct des émissions et contrôler le live. Donc avec un navigateur web et le logiciel Mumble, vous pouvez faire une émission. Donc en gros ça ressemble à ça, je peux vous faire le détail, hein. C'est-à-dire que là vous parlez dans Mumble, après ça fait des choses bizarres, après hop, ça passe ici, là quand vous cliquez ça fait des choses bizarres. Au final, ça envoie ici aux auditeurs. Toute la partie technique, j'ai pas envie de me répondre dessus, parce que déjà je pense pas que vous êtes le public cible, ne le prenez pas mal. Je pense pas que vous bassinez avec des langages de script, etc. va vraiment vous intéresser. Ceci étant dit, on compte bientôt en faire un blog technique, pour expliquer aux gens de A à Z, vraiment de A à Z, de zéro, comment faire une radio comme on l'a fait nous. Ceci étant dit, on a des besoins très particuliers, comme je vous le dis, le but est de pouvoir faire une émission n'importe où, et surtout avec des gens partout sur Internet. C'est habituellement pas le besoin qu'on a. Si vous voulez simplement faire une radio avec des gens dans votre garage, je vous l'ai déjà dit, il suffit d'utiliser Radio2Mi sur radio2mi.com, et vous suivez les instructions et vous pouvez. C'est pour ça que cette particularité d'être une web radio qui héberge d'autres shows, qui héberge d'autres podcasts, c'est plus compliqué. Dans ce cas-là, on utilise ce genre d'outil. Et il fait très chaud. Un autre point important quand même, et qui va un peu plus vous toucher, je pense, quand on est une web radio et qu'on diffuse des émissions, il faut qu'on sache toucher les gens que l'on souhaite toucher. On veut communiquer correctement pour que les gens sachent qu'il y a une émission et qu'il faut l'écouter. Et pourquoi il faut l'écouter. Et comment il faut l'écouter. Voilà, vous avez compris. Pour ce faire, on est parti de ce qu'on avait créé en 2007 à l'arrache, vraiment, et on a petit à petit amélioré les différents éléments que vous avez vus tout à l'heure. Donc on avait un logo Pepsi, vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a amélioré, on est passé de ça à ça, c'était un peu mieux quand même, le choix est mieux. L'idée était de trouver quelque chose qui soit assez décalé pour que ça intéresse les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête en écoutant les émissions, on a remarqué ça, et d'avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à quelque chose. Et après on s'est dit quand même il fallait qu'on ait une image qui soit un peu plus sobre quand on allait voir des partenaires, mais en même temps toujours un petit peu décalé, qui fasse très numérique, etc. Au final on a trouvé ce mélange-là d'avoir à la fois un logo simple SY qui veut rien dire, qui nous permettent de tout faire, et en même temps des couleurs qui indiquent donc toujours le rouge, indiquent notre passion, plus constante, et également le live. Le rouge, le live, on va se rendre des lumières rouges. Avec le slogan le plus générique de l'univers, toujours quelque chose à découvrir, parce que par définition, notre but dans ce live, c'est de vous faire partager les choses comme on aime. On n'a pas envie de se limiter. Officiellement, on indique que nous sommes la web radio de toutes les cultures numériques. En vrai, notre but, c'est simplement de partager des émissions de qualité avec des gens qui veulent en découvrir.
Alors évidemment, on a amélioré le site. Je vous ai pas vu le site tout à l'heure, hein, mais évidemment, donc, pour vous montrer l'évolution qu'on a. Donc au début, on avait un site tout simple. Où on se disait, allez, on va mettre plein d'informations et on va montrer aux gens ce que c'est. Et trop de texte. Beaucoup trop de texte. Beaucoup trop de texte. Donc on avait ainsi des pavés qui expliquaient les choses que personne ne lisait, évidemment. Hein. C'est un peu problématique. Donc on a annoncé une émission et personne ne nous écoutait. On a essayé d'améliorer ça au fur et à mesure du temps, en mettant plus de texte du tout. C'est réaliste, hein. C'est un vrai screenshot de l'époque. D'ailleurs c'était coupé, mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. On s'est dit, allez, on va rendre ça smooth. C'est un peu plus compliqué, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Après, on s'est dit, bon, les gens lisent pas le texte, alors faisons des images. Donc on a fait des images. Donc ici, par exemple, vous avez l'exemple d'un carton. Alors c'est un terme technique, carton. Comme un carton d'invitation. C'est-à-dire une image qu'on utilise pour communiquer sur une émission. Alors en fait, ce terme vient du fait qu'un jour, j'ai voulu envoyer une image à un invité pour lui dire « Venez !» et tout. J'ai fait une image d'une taille absolument aléatoire. Je dis clac, clac, clac. Et je me suis dit « Tiens, elle est bien cette image finalement », parce que j'avais passé environ 3 heures à faire une image, je suis pas du tout graphiste, donc juste un peu compliqué. Je me suis dit « Ça serait bien de la mettre sur le site ». Et vu que c'était un carton d'invitation, je me suis dit « Bon, je vais mettre le carton sur le site ». On a utilisé ce terme, on l'a gardé. Maintenant, on parle toujours de carton actuellement sur Antenne. C'est notre média principal de communication sur notre site internet qui définit une émission. C'est-à-dire un visuel, un texte qui explique rapidement pourquoi on devrait venir. Souvent, il y a un jeu de mots, parce qu'on s'est inspiré comme ça tous les médias qu'on a l'écrit ou des petits jeux de mots dans les textes pour ça en bien. La date, l'heure, et enfin, là où on peut l'écouter, parce que l'idée c'est que cette image, on peut la réutiliser partout sur internet, dans des posts, dans les forums. Également sur les réseaux sociaux, quand ils sont arrivés, on commençait à poster les cartons entiers sur Facebook. On a arrêté, ça sert à rien. Mais au début, on se disait, tiens, c'est bien, on va mettre des images partout. Donc l'idée, c'est que c'était une pièce de média qui était facilement partageable et qui contenait toutes les informations pour nous écouter. On a trouvé ça tellement bien que même aujourd'hui, sur notre site internet, maintenant, vous avez le carton, c'est le principal en fait, élément de la page. Vous avez toujours notre logo, genre ça je pourrais, une petite explication de ce qu'on est, on sait vraiment à quoi ça ressemble, et un immense carton avec une petite phrase, donc un respawn tout neuf, parce que l'émission s'appelle Respawn, et tout neuf comme Respawn, un jeu de mots. Et deux petites lignes pour expliquer à peu près ce qu'on fait, et enfin une languette, comme vous avez vu sur la précédente, pour indiquer quand, comment on fait écouter ça. Et évidemment d'autres cartons qui s'affichent, évidemment le tout est dynamique, on en montre plusieurs. Donc l'idée avec cette communication super simple, c'est de se dire que quand on est une radio, sur internet, vous n'allez pas écouter du son comme ça, je vais pas voir un bouton play et écouter comme ça, pour écouter une annonce. Et les pubs audio sur internet, c'est assez compliqué, à part les mettre avant sur YouTube, c'est un peu difficile. Donc notre médium principal de communication, ce qui est un peu étonnant, c'est le visuel. Parce qu'on n'est pas sur un média qui est habituellement audio. Donc on a vraiment dû travailler là-dessus. En plus de quelque chose qui est évidemment nécessaire sur une radio, c'est l'identité sonore. Alors l'identité sonore n'est pas forcément notre point fort chez Snapchat, parce que comme vous l'avez compris, on est vraiment des gens qui font ça après le soir, on n'a plus de voix, mais on a la chance quand même d'avoir des gens qui savent à peu près manipuler correctement les instruments, des gens qui font des groupes de rock ou des multiprimés en baroque, enfin je me trompe toujours quand j'explique ce que tu fais. Donc on a des gens quand même qui savent à peu près faire du son. Et en fait, je vais vous montrer juste un élément, parce que malheureusement on n'a pas forcément du matos qui nous permette de diffuser correctement du son, donc on ne peut pas vous infliger des qualités de son terribles. Mais on a créé quand même un jingle qui arrive avant toutes nos émissions, qui a un seul intérêt, c'est de rappeler aux gens qu'ils écoutent Synops Live autre que l'émission. C'est-à-dire que si vous venez pour écouter une émission, par exemple Respawn de demain, vous allez écouter Respawn, donc c'est une émission de débat sur les jeux vidéo. Une émission de débat sur les jeux vidéo, et peut-être que vous allez venir juste parce que vous aimez les jeux vidéo, ou l'invité qui arrive pour les jeux vidéo. Donc en fait le reste, seulement, je ne sais même pas ce que c'est que Synops Live, vous avez juste vu l'image à l'arrache. L'idée c'est que pour vraiment vous montrer que vous êtes sur une antenne, on va pas mettre un discours avant, parce que j'en écoute pas, par principe, les gens n'écoutent pas, ne disent pas, ne regardent pas, donc il faut juste suggérer qu'on est sur une antenne qui a une cohérence, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait à travers un tout petit jingle qui fait, je sais pas moi, 20 secondes, qu'on met avant toutes nos prises d'antenne, et qui tout de suite indique qu'on est sur un esprit décalé, mais à la fois un petit peu installé, etc.
Je vais vous faire écouter, je vais pas vous faire languir trop longtemps. Je suis sûr que vous attendez ça avec impatience. Si ça fonctionne, Chrome, Ouais. c'est formidable. Ouais. Et ça marche presque bien, presque. C'est formidable. Ben non, Il est peut-être sur le traitement. peut-être sur le téléphone, pas du tout. Pas du tout. C'est très très fort. Montre-moi. Ah, Montre-moi. ah non, tu vois, ça s'enlève. Non, là, t'as remis, Technologie moderne. T'as remis ça. Même c'est le but. Laisse-moi faire. Je te laisse faire. C'est l'ordi de monsieur. Eh. Moi j'ai pas un Mac. Je suis cruel, je vais te quitter le diaporama. Mais c'est pas grave. Et il est planqué ici. Ah, Vois-tu? c'est formidable. Et donc, si t'appuies ici, Avec le son max. vas-y. Bon. Donc comme vous l'avez compris, on s'appelle Synops Live. Dont Synops. Diaporama, il gagne. Oui, là, le diaporama. Go. Donc comme vous l'avez remarqué, un son très court, bien bizarre en Synops, alors, avec du vrai son, ça ressemble un peu plus à quelque chose. L'idée simplement c'est de rappeler, on est sur une antenne qui a son identité propre, Synops. Et au début on avait fait ça un peu, je vous l'avoue, on n'y croyait pas trop, on s'est dit allez on va tester, il paraît que c'est sympa, etc. On s'est inspiré de ce qui se fait également à la télévision, où souvent avant les émissions vous avez des petits identes, notamment chez France 2 maintenant qu'ils ont YouTube, ils ont les petits spots. On est France 2, c'est le même principe. Donc nous on s'est dit on va essayer de faire ça. Et en fait ça marche tellement que maintenant quand on fait des émissions, il y a le public qui fait Synops. En vrai, on fait des émissions en vrai, les gens le chantent. C'est fou. Et on a même eu récemment encore une parodie de Synops Live qui a été faite et l'ont fait à la bouche. Donc c'est dire à quel point les gens se sont appropriés ces petits éléments de texte. Alors évidemment, il n'y a pas que ça dans l'identité sonore, on a des jingles, on a des petits éléments, etc. Comme je vous le dis, on n'a pas vraiment une installation qui permet de vous faire ça. Et l'idée, c'est qu'on a à la fois du visuel et de l'audio. On a du deux, on a des deux, parce que c'est nécessaire sur Internet d'avoir une vraie présence au niveau visuel. Voilà, ce que j'ai rajouté ici. Ensuite, pour gérer une web radio, c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai mis gestion entre guillemets. Nous sommes une web radio organique. On va appeler ça comme ça. Pour ne pas dire chaotique. On va dire encore autre chose. L'idée, c'est d'avoir une équipe. On a une équipe d'à peu près une vingtaine de bénévoles qui sont rattachés aux thèmes qui les intéressent. On a des équipes qui sont dédiées aux jeux vidéo. On a des équipes qui sont dédiées à la bande dessinée. On a des équipes qui sont dédiées à tout ce qui est ciné, séries télé, etc. On a eu des équipes sur le jeu vidéo, etc. On a eu des petits pôles comme ça. Gérer tout ça, c'est un peu compliqué, parce que l'idée, c'est qu'on arrive à avoir une émission qui soit diffusée à un instant précis sur notre antenne. Sauf que là, on parle avec des gens qui sont sur Internet et qui sont bénévoles. C'est-à-dire des gens qui peuvent un jour, ah moi je peux pas parce que j'ai un anniversaire dans le Vercors. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a évidemment pas de connexion Internet dans le Vercors. On peut avoir des gens qui d'un coup se désintéressent parce que bon, bah, c'était sympa à faire pendant 2 mois, mais merci, au revoir. Et puis évidemment, il faut trouver des leviers intéressants pour pousser les gens à participer. Alors, il y a quelques leviers qui existent. Déjà, les impliquer à travers une organisation en râteau, vraiment très horizontale. Le but est vraiment de pouvoir faire remonter l'information très vite, interagir avec les gens pour les impliquer, pour ensuite que ça crée une synergie pour que les gens soient attachés au projet Synops Live, pour qu'ils aient envie de s'impliquer et qu'ils restent. Pour éviter qu'un chroniqueur qui arrive et qui se sent un peu délaissé et qui fait juste son coin, il truc dans son coin, il ne continue pas. Et donc d'avoir des informations qui circulent directement et pas uniquement en top-down. L'idée c'est que les informations remontent et redescendent, avec quand même un noyau de personnes qui vont prendre certaines décisions pour qu'on soit quand même à peu près cohérent, au moins pour le public. Ça ne semble pas complètement désordonné. Alors on a des outils pour ça, ça vient pas de nulle part. On a des outils sur Internet pour gérer à peu près correctement. Le centre névralgique d'un média continu comme le nôtre, c'est la grille d'antenne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est diffusé quand ? Quand on arrive pour faire une émission, il faut qu'on sache à partir de quand l'émission commence, combien de temps elle va durer, combien de temps elle revient, etc. Cette information, elle est diffusée dans l'équipe à travers des outils tout le monde commun, on peut le voir partout, ici c'est un Google Agenda.
sur lequel on a toutes nos émissions. Comme vous voyez, on a quand même un certain nombre d'émissions durant la semaine. L'idée, c'est que les gens sont au courant de quand sont les autres émissions, pour les annoncer, pour vérifier s'il n'y a pas des plages de libre, pour éventuellement déplacer son émission s'il y a un problème, etc. Alors, en plus, en chaque début de saison, on fait à peu près janvier, juin, juillet, août pour faire des tests, ensuite en septembre, décembre, en tourne. On fait ce qu'on appelle un programme d'antenne qui indique comment, pour chaque semaine dans un mois, on va à peu près organiser la web radio. Comment on va créer cette grille d'antenne que vous avez vue avant. Et ce planning, c'est pas un planning, c'est un programme d'antenne, pardon. Il est créé en concertation avec tout le monde pour voir comment on va faire durant les 6 prochains mois. Donc se prévoir à 6 mois avec des gens bénévoles qui font ça dans leur temps libre, qui n'ont pas forcément les compétences pour toujours s'en sortir au jour J, on y arrive, on est toujours étonné, mais ça fonctionne. On tourne comme ça quand même depuis maintenant 1 an et demi, et on n'a pas de problème, on a peu de problèmes d'émissions qui sont beaucoup plus. Les gens sont autonomes avec les outils que vous avez pu voir tout à l'heure, n'importe qui peut arriver et faire son émission, et la communication se passe correctement, on n'a pas de problème de conflit qui font sans doute grâce à ces outils que nous avons tant développés que utilisés à travers les Google. Alors là, je vous ai expliqué ce que c'était que Synops Live actuellement, comment ça fonctionnait, nos outils de gestion, nos outils de communication, nos outils même plus techniques, sans rentrer trop dans les détails. Après, on a des vrais challenges pour le futur. Le futur de Synops Live va être à la fois simple et compliqué, comme souvent. Simple parce qu'on a la chance d'avoir des gens qui enfin nous connaissent, d'avoir des relations, notamment dans le domaine du jeu vidéo, notamment dans le domaine de la bande dessinée. On commence à avoir un petit peu ce qui nous permet d'avoir facilement des interviews sur des choses. Un peu plus de reconnaissance de la part du public, qui du coup s'est fidélisé. Il y a des publics qui reviennent fréquemment pour nous écouter, pour nous proposer des suggestions. Et on a également la chance d'avoir des équipes soudées, qui se sont même organisées sous forme de petites boîtes de production. Alors c'est un peu évidemment étonnant à dire, mais c'est-à-dire d'équipes soudées qui proposent des émissions et qu'ensuite nous on valide et qu'on diffuse. Donc petit à petit on se répartit les rôles pour avoir de moins en moins de problèmes de transfert de responsabilité. Les gens savent ce qu'ils doivent faire au fur et à mesure, et ça se fait même au niveau des équipes. Donc c'est quand même vraiment rassurant, je les ai. Alors après, où est-ce qu'on peut aller ? On peut avoir une vraie structure légale. Il faut savoir qu'actuellement, Synops Live, c'est moi. C'est un peu mégalomane, mais ce qui veut dire, c'est que si un jour il y a un problème sur mon antenne, par exemple, il y a quelqu'un qui dit que Jean-François Copé est un menteur, par exemple, et que Jean-François Copé passe par là, écoute ça, dit c'est de la diffamation, le monsieur qui se prend une amende, c'est moi. Ça peut être plus grave. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui diffuse une musique non libre, j'expliquerai pourquoi après, non libre, qui dure 3 minutes et que l'assassin passe par là, bah, c'est moi qui prends. Entièrement. Et 3 ans de prison et 300 000 €. Bon, évidemment, on n'espère pas que ça arrive, sauf que ça n'arrive pas sur une trentaine, pas de soucis. Mais voilà, l'idée c'est que, actuellement, par manque purement de temps et de prise d'informations, etc., Synops Live n'existe pas. Légalement, ça n'existe pas. C'est juste une activité qui est faite à côté. C'est un vrai problème, parce que c'est un problème d'insécurité juridique. Et puis également, de fédérer tout ça, quand on explique ça à l'équipe, c'est un peu étonnant, on met de l'argent, on parle d'argent, voilà. Blanchiment d'argent, bref. Tout ça pour dire que l'idée c'est qu'on transforme Synops Live en une structure qui englobe toute l'équipe et éventuellement permette aux partenaires, comme Radio 01, comme également des gens qui nous aident au fur et à mesure de l'année, d'avoir un vrai interlocuteur ou une personne morale. L'intérêt d'avoir une personne morale, donc que ce soit une association, une coopérative ou même une entreprise, je ne sais pas si on sait tout une entreprise parce que générer de l'argent avec le droit d'eau c'est un peu compliqué. L'intérêt d'avoir ça, c'est de pouvoir parler avec le CSA. On a besoin de parler au CSA, parce qu'officiellement en France on est obligé de s'enregistrer auprès du CSA dès lors qu'on est une personne morale et qu'on diffuse sur internet un flux continu.
Alors évidemment, ils peuvent rien nous demander parce que le CSA ne régule pas sur Internet, mais on doit se déclarer. Et puis également, voir avec la SACEM. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, comme je vous le suggérais, actuellement, nous ne diffusons pas de musique du commerce. Ça semble bizarre, mais actuellement, quand on est une web radio, on paye 3 fois plus de frais que si on est une radio toute simple. Ça n'a pas de sens. En fait, ça vient de reliquats de lois qui n'ont pas été modifiés, qui fait que uniquement dès lors qu'on est diffusé sur le Hertzien ou sur une version numérique, mais uniquement dans les ondes, pas sur Internet, on a le droit, quand on est une radio, d'avoir accès à des dispositifs de rémunération qui sont différents et obligatoires. Et dès lors qu'on est sur Internet, on sort de ce cadre, et évidemment, les sociétés de gestion de droits, et les sociétés surtout d'ayant droit, donc des producteurs, etc., en profitent pour tripler la facture. On en arrive à des 3 000, 4 000 euros par an, alors qu'on n'a aucun revenu et qu'on n'a pas le droit d'en avoir. Donc, trouver 4 000 euros sans avoir de revenu, c'est un peu compliqué. Donc pour nous, c'est pas une option. Heureusement, on a la chance d'avoir, à travers, je ne sais pas si vous avez suivi le rapport Lescure, c'est des avancées qu'il va bientôt y avoir au niveau du droit d'auteur, pour l'adapter au monde numérique. Il va y avoir peut-être un rééquilibrage pour que les web radios soient traitées de la même manière que les radios. Et dans ce cas-là, dès le jour où c'est signé, nous, on y va et on fait le nécessaire pour avoir, comme toutes les radios, le droit de diffuser ce que l'on veut sur Internet. Et voilà. Et ça, en plus, on peut le faire que dès lors qu'on est une personne morale, puisque une personne seule ne peut pas avoir ce genre de prérogative, imaginez. Voilà, ça c'est du côté du futur de Synops Live. Comme je vous l'ai expliqué, Synops Live c'est une structure un peu malléable, compliquée, chaotique. Donc je ne serais absolument pas étonné que vous n'ayez pas compris certains éléments, ou que vous soyez intéressé sur certains points que je n'ai pas évoqués. Donc j'ai voulu laisser la part belle à vos questions et à vos idées. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Construisons ensemble le reste de cette conférence. À propos de Synops Live, on a la chance d'avoir un paperboard, on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Je peux vous donc justement, j'ai pas trop compris pour le futur, vous comptez vraiment créer une entité et gagner de l'argent avec ça, ou c'est juste rigoler? Wouh! Ça fait 6 ans qu'on déconne. Oui. Bon, c'est simple. Oui, l'idée c'est de créer une entité, ça c'est sûr qu'elle va être créée en 2013, c'est sûr, parce qu'on en a besoin pour d'autres formalités encore, notamment pour pouvoir récolter de l'argent pour pouvoir aller plus loin, faire plus d'événements en direct, c'était une naissance à scène dès lors que le petit blocage législatif qui normalement devrait sauter bientôt nous le permettra. Et gagner de l'argent à travers la diffusion sur Internet de contenu audio, c'est assez compliqué. Les gens qui se sont déjà pété les dents dessus, notamment on a vu récemment la fin de No Watch, le groupe de podcast, je crois qu'il est en cours de périclitation. Oui, je suis sûr parce qu'on en avait parlé encore aujourd'hui. Et donc voilà, donc il y a des groupes de podcasts qui vont pas très bien, il y a... alors les vidéos YouTube marchent très bien, mais le contenu audio sur Internet est encore difficilement marketisable auprès d'annonceurs. C'est difficile de dire aux annonceurs, on va juste payer de la radio. Également, nos volumes d'audience ne nous le permettent pas encore. Comme on n'a pas l'argent pour communiquer et que nos émissions ont beau être bien, tout le monde ne connaît pas encore nos émissions, etc. On n'a pas un volume d'audience qui nous permette de faire du démarchage auprès des rares régies qui existent de radios sur Internet, qui comprennent tant les web radios que les radios qui sont diffusées sur Internet, mais les radios classiques, enfin radios habituelles. Donc pour le moment, c'est très compliqué. Par contre, on y pense vraiment, tant à travers des partenariats avec des entreprises, dans le cadre éventuellement de sponsoring, tant que ça reste dans les limites éthiques, parce qu'on ne veut pas avoir aussi une conscience un peu légère du problème de ce côté-là, que peut-être de crowdfunding ou d'appel aux dons pour essayer d'aller plus loin. Mais de nos jours, c'est très compliqué. Combien d'éditeurs aujourd'hui? La question de l'âge. Actuellement, Synops Live se compte en plusieurs milliers d'auditeurs, mais par mois. Sur une émission en particulier, on peut monter dans les 130 à 140 auditeurs en simultané. Quand on sait le peu de communication et le fait que pour se connecter, il faut faire certains éléments, il faut nous connaître, on ne peut pas tomber dessus par hasard, on se dit que c'est déjà facile. Ceci étant dit, sur certains événements, on arrive à fédérer et on est déjà monté à des pointes au-dessus de 1500, etc. C'est très loin des centaines de milliers d'auditeurs qu'on peut faire sur la DSL, comme une télévision, etc. Mais
À notre échelle, pour des gens qui faisons ça sur notre temps libre, le week-end, et voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Et vous avez une stratégie pour acquérir de nouveaux auditeurs ou comment... Oui, on va essayer au fur et à mesure de capitaliser notamment sur nos invités. Parce qu'on a des gens qui sont, en fait, on invite des gens qui sont assez connus. Très grand nombre de followers également, avec un bagage assez impressionnant. Peut-être pour être notre relais de notre image. On essaie de regarder ça pour que les gens communiquent un peu plus sur le fait qu'ils passent chez nous. On a également une stratégie purement web avec peut-être de la publicité Google pour ce côté-là, on y pense. Cela étant dit, encore faut-il trouver des émissions qui puissent plaire au public. Et on n'a pas forcément, on n'a pas le besoin avec conversations de temps libre de générer de l'argent très vite. Donc on n'a pas envie de se lancer dans du people trash, une cash buzz pour rapporter du. C'est pas le. C'est juste par curiosité. Vous avez déjà reçu des personnalités du web connues, des youtubeurs Alors les youtubeurs, on va pas tarder. C'est vraiment entraîner ça, YouTube, surtout sur les jeux vidéo. Alors sur les jeux vidéo, Monsieur là-bas pourra vous citer quand même des noms assez sympathiques de gens. Youtubeur, il faudrait que je fasse ta liste. Ah, il y a eu celui quand même à une époque. Alors on a eu mais c'était pas sur ton antenne en plus. En plus, on produisait de notre côté. C'est vrai. Et puis en plus, c'est à l'époque où il était pas connu, donc ça marche pas. Mais on a beaucoup de, oui, on a quand même des journalistes qui sont plutôt bien connus, des gens comme Tifomanti, je sais pas si tu connais, enfin des tweeters, des gens sur Twitter qui sont assez connus, des tweetos, des twitters entiers, des réseaux sociaux entiers. Oui. Mais non, des youtubeurs pas forcément. Après, le truc, c'est qu'on va pas inviter quelqu'un juste pour qu'il y ait du monde. Donc l'idée, c'est qu'on invite quelqu'un qui corresponde à ce qu'on a envie d'évoquer avec lui. Et c'est pour faire la énième interview, c'est pas notre but. Notre but, c'est de trouver des angles. Et ça nous est déjà arrivé d'inviter, si, Kayane, quand même, c'était sur notre antenne. J'en parlerai juste après. Voilà, on va en parler après. Donc des gens quand même plutôt connus, notamment de la sphère des jeux vidéo. Après, on recherche effectivement à essayer de s'étendre, etc. Notez que les pics d'auditeurs qu'on a eu ont été réalisés en invitant des créateurs de saga MP3, donc qui est un média beaucoup sur internet. Voilà, quand on a fait 1005-1006, c'était pour des sorties où on diffusait les épisodes en avant-première, c'est de l'audio. Voilà, et là quand on a 1600 personnes qui attendent impatiemment à la fin de l'épisode, on est quand même relativement content. Surtout qu'on a l'exclusivité sur ce genre de médias. On a beaucoup de partenariats là, dans cette sphère-là. Et l'idée, c'est que peut-être, dès lors qu'on aura une licence SSL et qu'on connaît quand même pas mal de petits groupes qui se lancent, ça pourrait être également intéressant d'essayer d'avoir ce genre de lien-là avec des choses qui se créent et peut-être de se mettre côté plus alternatif. Ce que Stan n'a pas dit niveau communication aussi, c'est qu'on est présent sur des festivals. Alors, récemment, il y a eu un énorme festival sur Paris qui s'appelle Geekopolis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui a quand même ramené plus de 9000 personnes sur le week-end, et il y avait la plupart des références au niveau jeux vidéo, steampunk, en fait, tout univers geek. Et donc, Synopside avait, sous couvert de la saga Sphère, l'univers complet des sagas MP3, avait un stand. En fait, au final, c'était le stand Synopside plus quelque chose parce que on avait racheté tout. On s'est un peu étalé parce que depuis quelques années maintenant qu'on commence à faire des festivals, on est invité plusieurs fois dans des festivals jusqu'à Nancy, même parfois on se déplace, où on a développé notre communication visuelle, des vrais bâches, des vrais kakémonos pour expliquer ce qu'on fait. J'aurais pu en prendre un là, c'est vrai que je sais pas. Ouais, non, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc présenter les contenus de nos émissions via du texte ou via simplement des grandes affiches, ça marche bien. Vous avez eu quand même beaucoup de retours, et les gens ensuite sont intéressés pour en savoir plus, et même si on n'a pas déployé de technologie de tracking pour voir si sur les QR codes de nos cartes de visite ça passe bien, on peut remarquer quand même qu'on a des retours, des gens qui nous disent ah oui on a vu ça sur le festival, etc. Ou des partenaires qui nous disent que... J'ai pas entendu ça. Il y a combien de personnes pour un festival? Geekopolis, c'était peut-être 9-10 000 personnes à peu près, ça fait pas trop. Et vous diffusez pas quand vous êtes sur les festivals comme ça? On l'a fait, on n'a pas pu le faire pour Geekopolis pour des raisons pratiques. Parce qu'on n'avait pas une connexion internet fiable, c'est le problème. Souvent sur les festivals c'est le souci. Mais on le fait notamment sur les festivals un peu plus petits, notamment à Nancy, on a un festival sur lequel on est assez fréquemment invité. Et là oui on fait des émissions en direct, en public,
Et ça se passe plutôt bien. Et là, on a on a 80, 100. C'est strict mieux que n'importe quel texte, de voir en accès. Voilà. C'est ça, c'est assez sympa. Et en plus, on en profite pour diffuser des exclusivités également de partenaires. Ça, c'est... Monsieur. J'ai deux petites questions. D'une part, vous avez évoqué le CSA, le fait de devoir s'enregistrer quand on est une personne morale. Il me semble qu'à la suite du rapport Lescure, le CSA a évoqué de pouvoir justement avoir un droit de régulation sur Internet. J'aurais voulu savoir si ça allait changer quelque chose pour vous. Alors, nous, on s'y est plus ou moins attendu à ça depuis très longtemps. Parce qu'en fait, on s'est dit, le jour où on va vraiment se présenter auprès du CSA, on va avoir une convention. En fait, on a su après qu'on n'en avait pas besoin, puisque sur Internet, il n'y a pas de convention CSA, c'est juste une déclaration. On s'est dit, on sait jamais, si un jour ça arrive. Il faut savoir qu'on prend quand même certaines remarques intéressantes du CSA. Ensuite, ça nous forme un petit peu également si un jour on veut se lancer dans autre chose que la radio. Donc, si on veut être diffusé un jour sur la radio numérique, l'idée c'est qu'on fait attention à ce qu'on dit jusqu'à 22h30 pour respecter toutes les législations concernant les mineurs, etc. On parle très peu d'alcool, on fait attention au niveau des marques, etc. On essaie déjà d'avoir ce genre de mécanisme-là. Et si un jour le CSA nous régule d'une manière ou d'une autre, à part sur les quotas de musique, ça va être extrêmement compliqué de les quotas de musique, actuellement si on diffuse toujours de la musique libre à ce moment-là, c'est très compliqué, il y a beaucoup de musiques qui ne sont pas francophones. À part ça, normalement, on est déjà CSA ready. Mais c'est une vraie question. Et j'aurais voulu savoir aussi, donc, vous avez évoqué les plateformes qui n'existaient pas à l'époque, Spotify, Deezer, et récemment la radio iTunes qui a été annoncée, enfin. Est-ce que ce sont aussi des moyens sur lesquels vous pensez pour relayer sur... Est-ce que pour vous écouter, il faut d'emblée aller sur votre site ou autre? Est-ce que vous pensez à un moment donné démultiplier un peu les plateformes? Alors... Moi, je veux très pratique, par exemple, moi, une fois j'écoute sur Twitch, là, je suis abonné à certaines chaînes, et dès qu'il y a une émission, je reçois un mail 10 minutes avant pour me rappeler que je se mette en cours. Alors, pour être très clair, actuellement, non. Par contre, on y pense, notamment sur tous les registres, puisqu'il y a des grands annuaires de web radio qui existent. Donc là, on va s'y ajouter pour notamment qu'on puisse nous trouver sur iTunes, avant iTunes Radio. Et sur iTunes, vous savez, on peut choper de radio là aussi, on peut nous trouver dessus. On s'est enregistré sur tout ce qui est podcast, ça c'est une podcast, on va en parler là-dessus. Mais donc, tout ce qui est podcast, donc dans iTunes, on peut nous trouver, on a toutes nos émissions qui sont disponibles, etc. Et ensuite, par contre, sur Spotify et Deezer, etc., malheureusement, ça ne laisse pas la place aux shows, aux émissions. On n'a pas la possibilité de proposer nos émissions sur ces plateformes-là, parce que c'est des plateformes qui sont liées à la musique. Et malheureusement, il n'y a pas la possibilité de proposer nos émissions. Ça pourrait être plus ou moins nos concurrents, même si c'est un peu prétentieux de dire ça. Ceci étant dit, notre but, c'est aussi de proposer du flux en continu sans forcément devoir... Donc il y a du travail à faire de ce côté-là, on est bien conscient. Mais effectivement, on y réfléchit. Mais sur la question de la notification de l'auditeur avant une émission, on a notamment essayé par Facebook d'implémenter ça. Oui, sur Facebook d'ailleurs, on peut facilement ajouter nos émissions, etc. On a également, avec le podcast, on a la possibilité d'avoir ce qu'il faut, mais on y réfléchit à avoir des lecteurs un peu plus intelligents, enfin des players ou peut-être des applications mobiles. Parce que le mobile, en fait, c'est une sorte de poste de radio qu'on a tous. Maintenant, c'est un smartphone qui peut écouter de la web radio, c'est logique. Avec la propension qu'on a maintenant à avoir des forfaits limités, ça peut être un levier également intéressant. C'est une des premières radios qui diffuse ce smartphone. On puisse communiquer là-dessus. Alors c'est possible actuellement, on peut aller sur le site, se rendre sur une page de direct. Et ça fonctionne. Ouais. Et l'idée c'est qu'on communique un peu plus là-dessus en disant la première radio sur le smartphone, et l'idée c'est que les gens l'écoutent alors qu'on peut l'écouter toutes les radios. Ça peut être intéressant, un levier intéressant. Oui. Vous diffusez la musique libre de droit, où est-ce que vous allez récupérer? Beaucoup de travail. On a notamment pioché dans des grandes bibliothèques telles que Jamendo, telles que Dogmatic. On a également des partenariats avec Océromix, des partenariats, c'est un peu... Des autorisations. Des autorisations, mais quand même bien avancées. Voilà. Avec des sites de remix de jeux vidéo, tels qu'Océromix qui nous permettent de diffuser leur musique. Et puis également, on a quelques petits groupes qui nous autorisent spécifiquement à avoir. Donc ça nous permet d'avoir à peu près aux alentours de, je crois, 540 fichiers en rotation, ce qui est ridicule pour une radio, mais ce qui n'est pas négligeable pour la musique libre. Il faut savoir quand même que la musique libre, c'est des gens qui vont accepter quand même qu'on puisse diffuser gratuitement leur œuvre dans des conditions particulières. On essaie de mettre un peu de qualité quand même. Oui, non mais oui. Il y a une sélection derrière. Parce que la musique libre, tout le monde peut faire de la musique libre. Hein. Donc voilà. Il y a tout.
Mais on essaie d'avoir des choses de qualité sur notre antenne. Ouais, est-ce qu'il y a de la concurrence par rapport à la CGM 3 Alors, sur notre domaine, donc vraiment sur le domaine original, c'est-à-dire les web radios qui parlent de 5MB3, je vais pas me faire des amis, mais on va dire que non. Parce que il y a eu des projets de gens qui se sont dit « Ah, c'est vachement bien ce qu'ils font, à faire pareil ». Ils ont essayé, ils ont pas réussi. Ils ont fait 2 émissions, puis ça c'est malheureusement c'est mort pour différentes raisons. Enfin, des web radios qui tiennent 6 ans, on a malheureusement pas de temps, enfin il y a des très très grandes qui existent. Des web radios qui diffusent là beaucoup de la musique du commerce depuis très longtemps, etc., qui sont souvent sponsorisés par des écoles de journalistes. On a notamment Fréquence 3, qui est assez gros, c'est Enjoy Station. Plus près de nous, il y a Radio Campus Paris. Il y a Radio Campus Paris, effectivement, mais ça c'est tout récent, ça c'est quand même assez... Ça fait quelques années quand même. Ouais, tout récent. Bref, enfin voilà, il y a quand même des radios, des web radios qui essaient de s'installer pour notamment essayer de... Voilà, puis il y a aussi, c'est plus que Radio Campus Paris, il y a beaucoup de radios étudiantes qui, par différentes restrictions du CSA, etc., sont passées à des web radios uniquement, ce genre de choses. Donc voilà, donc on a la concurrence également de ce côté-là, au niveau des web radios classiques. Il y a beaucoup de concurrence dans le sens où proposer de la musique de qualité du commerce, ça aide beaucoup à attirer les gens. Quand ils écoutent leurs titres favoris, ça aide. Après, des radios qui proposent comme nous des émissions spécifiques, c'est-à-dire pas juste de la musique, mais des émissions complètes avec, voilà. Malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. On a quelques podcasts qui se diffusent à travers par exemple Pod Radio qui diffuse des podcasts de manière aléatoire, mais comme ça, pas vraiment. Et on essaye justement de se différencier en disant, nous, notre but c'est pas de diffuser juste de la musique, c'est de diffuser des émissions intéressantes sur les sujets qu'on intéresse. Après, au niveau des sagas MP3, il y a des choses qui existent, il y a des radios, je crois même que Radio France avait tenté de faire des choses, de diffuser, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que les créateurs de sagas MP3 utilisent des musiques du commerce. Voilà, du commerce, qu'ils mettent à disposition gratuitement sur internet, pas très légal. Et donc après, si on diffuse ça, bon, il faut s'acquitter des droits, tout ça. Donc, pour le moment, il y en a certains qui font des choses très réglo, il n'y a pas de problème, mais le média en lui-même est un petit peu entre deux chaises, quoi. Ouais. Il y a ça, il y a surtout un autre souci, puisque ça encore, ça peut se régler, hein. Ça c'est fait. Non, mais le gros problème qu'on a avec les sagas MP3, c'est que les sagas MP3, c'est un média organique de l'internet. Et vous savez que sur internet, on n'a pas de problème de format, donc si on veut faire un épisode de 2 heures, on fait un épisode de 2 heures. Et c'est assez compliqué de diffuser des épisodes de taille différente sur une radio normale. Donc on va le faire. Voilà, nous on a la chance d'avoir une restriction. Voilà, on a une grille extrêmement flexible, même si on rajoute de plus en plus d'émissions au fil des années, on a quand même beaucoup de place pour permettre aux gens de diffuser leurs œuvres, etc. Donc du côté de la CMP3, on a quand même cette chance-là d'avoir ce boulevard. Oui. Vous pouvez aussi parler tout en podcast. Comment c'est parti le nombre d'éditeurs en fait, entre les émissions en live et les écoutes en podcast? Ça dépend terriblement de l'émission. Des émissions qui sont vraiment bien plus écoutées en podcast qu'en direct. Bizarrement, souvent les émissions d'actu. Les émissions d'actu qui arrivent toutes les semaines sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine en bande dessinée par exemple, ça fait des scores médiocres en direct, parce que les gens n'ont pas envie de se déplacer pour écouter ça, et ça fait des très bons scores en différé, parce que les gens ils écoutent simplement quand ils sont dans le métro, bah tiens, c'est ça. Après les émissions de débat où on peut réagir, etc., on a une meilleure, on n'a jamais de meilleur score en direct, mais on a de scores beaucoup plus importants en direct que pour ce genre d'émissions précédentes. Parce que y a l'interactivité qui arrive avec Twitter, avec Facebook, où les gens peuvent réagir. C'est terrible, c'est super joli. Donc voilà, donc c'est un peu... Sur le nombre d'auditeurs, il faut aussi noter, aussi bien en différé qu'en direct, quand on fait une émission dans un lieu public, que ce soit en podcast ou en direct, on va avoir forcément 20, 30, 40 auditeurs de plus. Même si on n'a pas d'invité particulier ou de sujet, c'est assez intéressant de voir que le fait de faire une émission dans un lieu public, dans un bar, dans une école, etc., va ramener du monde, parce qu'il y a un caractère exceptionnel et que les gens viennent. Il faut créer des événements en fait pour réussir à attirer beaucoup de monde. On a l'occasion également, là par exemple demain on va fêter notre anniversaire, ça fait 6 ans comme je vous l'ai pas vu. On le fête au sein de l'école multimédia, qui nous fête dans ces cadres-là.
Là encore, on a l'occasion de communiquer là-dessus en disant voilà, on fait nos 6 ans en direct, ça va être sympa, on va revoir tous les gens qui ont participé à l'antenne au fur et à mesure, etc. Là, ça crée un événement, les gens nous écoutent, et ça nous permet également de leur communiquer de nouvelles émissions pour qu'ils reviennent. C'est aussi simple que ça. Oui, ça fait 2-3 années maintenant qu'on squatte l'école multimédia chaque année, ça fait 3 ans. 3 ans exactement. J'étais étudiant à l'école. Et puis ben voilà, ce serait sympa. Ça serait sympa de prendre la cafette et de la transformer en studio pendant un week-end et de dormir dans la cave. Et ouais, on l'a fait. Voilà, donc demain, la grande cafette sera transformée en studio avec je ne sais combien de micros et 5 c'est même 5 plus 500 filles. Ouais. Ah ok, ouais, ça descend d'année en année. Non mais bon, voilà, vous pouvez choper les photos d'ailleurs sur notre page Facebook parce que c'est toujours rigolo de voir que l'école se change un peu et qu'il y a des gens un peu bizarres, avec des casques sur la tête, qui font un peu les fous le week-end et c'est vrai qu'on n'a pas forcément idée de rester enfermé tout un week-end dans une école, mais bon, surtout c'est là. mais c'est très sympa. Tu es très corporate. Mais voilà. Donc vous avez remarqué, Julien, qui est notre monsieur com, c'est pour ça qu'il vous parle de com depuis tout à l'heure. Et pour ça que j'en parle mal. Donc voilà. Donc, voilà. Notez que l'école ne vous a pas du tout informé qu'il y avait les 6 ans de Synops Live de week-end. Ils en parlent surtout. Ouais, la com passe bien. C'est pas grave, c'est pas grave. On a notre propre public. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Quelques questions encore, n'hésitez pas, hein, il y a du temps, je fais le nécessaire pour qu'on ait du temps pour se lancer. Je me demandais ce qu'on produisait maintenant des feuilletons de V3 ou... Alors, il y a eu des projets, mais il y en a un projet qui va bientôt arriver. Chronobobine. Oui, Chronobobine, oui, alors c'est un fiction documentaire, alors c'est un peu bizarre. On a eu déjà des fictions, effectivement, donc de type saga MP3, sauf que pourquoi elles sont formatées, parce qu'on a des grilles, donc il faut se formater, donc on perd ce côté organique de j'en fais quand je veux, etc. Donc on a voilà. Donc là, Chronobobine, c'était une fiction qui parlait de l'histoire du cinéma, qui partait d'un, c'est assez étonnant que quelqu'un trouvait une bobine spéciale qui lui permettait de voyager dans le temps. Mais l'idée, c'était de pouvoir justement mettre en scène les différentes personnes qui ont créé certaines choses importantes du cinéma, comme lui, Lumière, c'est assez sympa. Et là, par contre, il y a un projet sur les rails avec certains créateurs de Saga MP3, peut-être pas pour cette rentrée-là, peut-être pour en janvier prochain, pour proposer l'une des premières Saga MP3 qui serait hebdomadaire, donc vraiment avec un rendu de sortie hebdomadaire, voilà, avec des durées beaucoup plus légères que celles qu'on a habituellement sur les Saga MP3, mais de proposer ainsi des créations. C'est encore au stade de discussion, mais bien avancé, donc ça devrait pas. Après, on a eu des créateurs de Saga MP3 qui sont venus pour faire à la manière des 2 minutes du peuple ou c'est vrai en plus ce que tu dis. Ma mémoire ou d'autres pastilles qu'on pourrait peut-être trouver humoristiques sur la chanson ou par exemple des chroniques un peu dans l'idée de Laurent Gérard, de ce qu'il peut faire et tout ça. On a eu des créateurs qui sont venus pour animer au cours de notre grande émission du samedi soir, voilà, un quart d'heure d'humour et tout comme ça. Mais bon, sinon... non, on n'a pas eu d'histoire en tête. Il y a eu des projets, il y a eu des trucs qui ont pesé, tout le monde en parlait, mais ça n'a pas marché, voilà. C'est pas les effets d'annonce, ouais. On a beaucoup eu d'effets d'annonce. On va créer une super saga, ça va s'appeler Jump. Et ça n'est jamais arrivé. Et ça n'est jamais sorti. Donc voilà, c'est le truc, c'est toujours la même chose, internet, bénévole, pas de temps libre, et ça marche pas. Mais voilà. Donc l'intérêt également du live, c'est qu'on a des horaires fixes, des rendez-vous avec le public, on ne peut pas se défier de ces rendez-vous. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a duré pendant 6 ans. Sauf quand on a un problème technique, et ça fait partie de l'histoire de Synops Live. C'est vrai, on a eu des Synops différés. C'est comme Synops Live. C'était la première en public, je crois. Non, la deuxième en public. Deuxième en public. Deuxième émission qu'on fait en public, restreint, je vous rassure, hein, c'était pas non plus le Stade de France. Mais on avait quand même quelques personnes dans un petit public, on est trouvé dans une salle, tout, c'était sympa. Et on lance l'émission et elle ne démarre pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à diffuser en direct. La connexion internet nous lâche, on a tout essayé, on a débranché, on a tout refait. Tester les paramètres, rien. Voilà, il faut avoir le truc de se dire bon, bah c'est pas grave, on va la faire en différé. Ne pas passer trop de temps sur ce détail-là, parce qu'évidemment on a un temps quand même qu'à limité, on va pas y passer la nuit non plus. Donc voilà, et on a fait notre première émission en différé, plein milieu de nulle part, qui a été diffusée qu'après. C'était dommage, on avait organisé tout un concours. Oui, venez, vous aurez une bande dessinée à gagner du créateur qu'on a, etc. Ouais, trop bien, machin. Oui, ils l'ont gagné en différé. Un peu moins de ressources.
Oui, tu as éludé une grande partie des problèmes techniques aussi qu'il y avait. Oui, bon, j'ai lu également les 3 ans pendant lesquels l'antenne marchait pas une fois sur 2, mais ça c'est un détail. Vous allez Évidemment, savoir si vous voulez vous lancer, il y a des problèmes techniques. il y a toujours des problèmes techniques, et le plus difficile c'est de réussir à éluder les problèmes techniques et essayer d'avancer dans tous les cas, the show must go on, de pouvoir compléter les blancs en disant n'importe quoi, mais que ça ressemble à peu près à quelque chose et que les auditeurs ne se rendent pas trop compte. À une certaine période, si vous écoutez nos Très ancienne. ouais, nos émissions, il peut y avoir des blancs, et nous sommes à un petit problème technique, et tout, ça coupe. Et en retour, voilà. Et bon, c'est rigolo. Voilà. Heureusement, de jours, grâce à notre nouvelle architecture géniale que je vous ai montrée tout à l'heure, on a plus ce problème-là, moins ce problème-là. C'est déjà arrivé. Non, on l'a on l'a eu une fois en 2 ans, ça va. Oui. Donc voilà, des fois ça arrive, mais globalement, on a maintenant une antenne fiable, ce qui nous permet de monter, de proposer à des gens de venir faire des émissions chez nous, ce qui est quand même plus simple quand on sait que notre antenne est fiable, parce qu'on ne va pas dire venez chez nous, ça va peut-être planter. Voilà, donc là maintenant qu'on a quelque chose de stable, on peut enfin proposer à des podcasts externes, notamment par exemple, bon, vous connaissez sans doute pas, ça c'est un peu le problème, c'est des petites émissions de niche, mais quand même, Culture Breakdown qui était avant chez Footpod, qui peut venir chez nous, et là on est justement en discussion avec d'autres émissions qui peuvent nous rejoindre et faire un mesure. Ce qui va nous aider avec la licence SACEM, puisque pourront eux aussi diffuser la musique du commerce. Tout s'enchaîne. Bon, ben, je crois que c'est bien. Si vous avez encore d'autres questions, je crois qu'on a bien fait le tour du sujet. On fait une petite pause. Oui, peut-être une petite pause de quelques minutes. Et on se retrouve dans un petit quart d'heure, tant qu'on puisse souffler, parce qu'il fait super chaud. Et vous pourrez ensuite avoir Yann Rieder, alias Inks, qui pourra vous expliquer comment on produit vraiment une émission. À tout à l'heure. Merci à vous.